Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 7 de Générique de fin. Salut Adam, Bonjour à toi. comment ça va? Ça va super et toi? Nouvel épisode aujourd'hui et on va un petit peu changer le programme par rapport à ce qu'on avait teasé à la fin de l'épisode sur Deadman, puisque on avait teasé un film d'animation français. Ouais, c'est ça. Euh, Bon, ça sera du coup pour le mois prochain. Non mais pour tout dire, en fait, on a été donc au festival du film fantastique de Gérard Armé et à l'occasion on a découvert plein de films, c'était trop bien, on Bien s'est sûr, bien sûr. régalé. Et on a Mm. aussi revu certains films dans le cadre d'une rétrospective, donc la thématique c'était les masques. Et on a notamment revu un film qu'on aime beaucoup, à savoir Phantom of the Paradise de Brian De Palma. Ouais, exactement. En fait, on l'a revu du coup en salle. On a passé une séance Dans une, exceptionnelle. dans une salle qui sentait le vieux bois avec le C'est ça. plancher qui craque, le public qui était genre à fond et tout. Donc ça nous a grave donné envie de parler de ce film et de parler surtout d'un réalisateur qu'on aime beaucoup, hein. C'est ça. C'est un réalisateur qu'on aime tous les deux quand même beaucoup depuis très longtemps. Qui est un réalisateur qui maintenant est quand même quelque peu sous-estimé. Ouais. Je veux dire, c'est bon, il est évidemment toujours aussi connu, reconnu, tout ça, bien sûr. Mais je pense que les gens ne saisissent pas suffisamment l'intelligence de son cinéma. Ouais. Contrairement peut-être à des Scorsese ou des Spielberg, pour citer d'autres réalisateurs du nouvel Hollywood. D'autres réals, en tout cas de cette époque, Ouais, de cette époque. encore toujours commentés et discutés. De Palma l'est quand même beaucoup moins. Mm. Et bon, déjà, on va expliquer pourquoi il est quand même beaucoup moins aujourd'hui. Et surtout, on va essayer De parler de son meilleur film. de pour parler le de coup. son meilleur film. Et surtout, on va essayer du coup de parler de son cinéma en général. Et avant de commencer, comme d'habitude, je vais faire la petite fiche technique pour poser les bases avant de commencer à parler de Brian De Palma. Donc, Phantom of the Paradise, c'est une comédie musicale horrifique sortie le 25 février 1974, donc réalisée et écrite par Brian De Palma. C'est une adaptation du roman de Gaston Leroux, Le Fantôme de l'Opéra. Tu l'as lu, toi, ou pas? Non, Il faut, mec. j'ai vu les films Bien sûr. de Universal, Hmm. les anciens, mais non, pas lu le roman. C'est vraiment super. Je m'en doute. Toujours aujourd'hui. Le film est produit par Edward R. Pressman, donc qui est aussi le producteur de Conan, notamment. Mhm. Distribué par la 20th Century Fox. C'est un film qui a été produit et distribué pour un budget d'environ 1 300 000 $, ce qui est très peu pour l'époque. Au niveau des membres de l'équipe technique, on a des habitués qui ont soit déjà bossé avec De Palma, soit qui bosseront à nouveau avec De Palma. Il y a par exemple John Chambers au maquillage, qui est quand même assez connu, puisque c'est notamment lui qui a fait le maquillage du premier film La Planète des Singes. Bon, pas Mhm. que du premier, je crois. De toute la première Ouais. saga en fait de la planète des singes, Mm. donc les 5 films originaux, et également de Schlock de John Landis, qui est un super film vraiment, vraiment sous-estimé. Au niveau de la décoration, j'ai noté Sissi Spacek, qui est actrice à la base et que vous connaissez sans doute pour son rôle dans un autre film de De Palma, donc Carrie au bal du diable. C'est ça. Et alors, c'est pas que Sissy Spacek, du coup, c'est Sissy Spacek et son mari qui est Jack Fisk. Et du coup, Jack Fisk, pardon, qui au-delà d'avoir un nom très difficile à prononcer, est donc un décorateur qui a bossé sur énormément de films. Au hasard, une grosse partie de David Lynch. Au hasard aussi There Will Be Blood. Au hasard aussi Les Moissons du Ciel. Voilà, autant dire que c'est quand même une sacrée filmographie vraiment variée. Et c'est quelqu'un qu'on aime beaucoup. Et du coup, il a ramené sa femme, donc Sissy Spacek, qui ensuite tournera aussi avec De Palma, Ouais. donc sur Carrie. Le montage est de Paul Hirsch, donc qui est à la fois un grand ami de De Palma, mais surtout son monteur attitré pendant près de 30 ans. Il a commencé à collaborer avec lui depuis iMom Mhm. et au début de année 2000 quoi pour le coup, donc Mission to Mars. C'est ça, du coup 2001 Mission to Mars, ouais. Et c'est Paul Hirsch, il est notamment aussi beaucoup connu pour avoir monté la trilogie originale Star Wars. Et il a reçu un Oscar pour l'épisode 4. La musique, quant à elle, est de Paul Williams, donc un auteur-compositeur américain assez connu. Alors, beaucoup moins connu aujourd'hui, mais à l'époque très connu parce qu'il a vraiment composé beaucoup de musique, notamment des musiques rock-pop à cette époque. Il a aussi un peu travaillé dans le monde de la musique de film.
Et dans le film, pour le coup, il n'est pas seulement compositeur, il est aussi acteur, puisqu'il joue le rôle du producteur Swan. Paul Williams, c'est ça, c'est que, donc comme tu l'as dit, c'est un compositeur qui a fait quand même des musiques pour certains films. Notamment, du coup, il a eu l'Oscar de la meilleure musique pour Une étoile est née, la version avec du coup Barbara Streisand et Chris Christopherson, la version de 76, qui je pense est la meilleure version, mais voilà. Aussi, du coup, il a fait le générique de fin du Canardeur de Cimino. Ouais, le premier film de Cimino. C'est ça. Et surtout, à part Fantasy Paradise, que moi je considère comme sa plus belle musique, il a fait la musique du premier film Muppets. Les Muppets, ça c'est du cinéma. Et pour le coup, mec, la musique du premier film Muppets est fantastique. Vraiment. Et il fait même un petit caméo du coup dans la scène du bar pour ceux qui ont vu le film. J'en ai plus trop de souvenirs de mec, la musique. Fonce, mec, c'est trop bien. Et au niveau du reste du casting, des acteurs pour le coup pas très connus, notamment William Finlay qui a déjà bossé plusieurs fois avec De Palma, qui a surtout une carrière, on va pas se le cacher, avec De Palma, parce qu'à côté de ça il n'a pas eu une énorme carrière. Jessica Harper, qui est à la base, alors je crois que De Palma l'a découvert à Broadway, c'est ça. Parce qu'elle fait du théâtre, chanteuse. Et Gerrit Graham, du coup. Jessica Harper, c'est une actrice pareil qui est surtout connue aujourd'hui pour 2 rôles, donc dans The Phantom of the Paradise et aussi dans le cultissime, dans le chef-d'œuvre absolu Suspiria de Argento. Ouais. C'est vraiment ces 2 rôles les plus connus, même plus récemment du coup dans Memory de Michel Franco, bien sûr. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Et avant de commencer à parler du film, Adam, est-ce que tu peux commencer à nous présenter Brian De Palma? Qu'est-ce qu'il a fait? D'où vient-il? Et qu'a-t-il fait surtout avant Phantom of the Paradise? Bien sûr, avec plaisir. Donc, Brian De Palma est né le 11 septembre 1940 à New York, au New Jersey, la série où se passent les Sopranos. Il a des origines italiennes, bien que, contrairement à Martin Scorsese, lui aussi italo-américain, De Palma, il a quand même assez peu filmé la communauté italienne, parce qu'il ne ressent pas vraiment une appartenance très forte à cette communauté. Il est quand même issu d'une famille vraiment aisée financièrement. Son père était chirurgien orthopédique et sa mère, je sais Elle plus était femme au foyer. Elle était femme au foyer, Voilà. pardon. Et lui, il était vraiment très connu en tant que chirurgien orthopédique. Oui, voilà, c'est que vraiment, c'est une famille du New Jersey vraiment blindée, tout ça. Mm. Et donc, Brian De Palma a 3 frères et en fait, il va un peu grandir dans une sorte de compétition un peu fratricide entre ses frères, pardon. De chacun avait ses qualités et tout ça. Et en fait, du coup, les 2 parents de De Palma mettaient constamment les 3 frères en compétition. Surtout sa mère en fait, parce que du coup, c'était surtout vis-à-vis de son grand frère en fait, qui était qui faisait des études au MIT. C'était vraiment une grosse tête du MIT. Et du coup, il a beaucoup souffert en fait de la comparaison par rapport à lui, quoi. C'est ça. Et du coup, c'est donc entre autres à cause de ça que sa famille était vraiment désunie sentimentalement. C'était vraiment une atmosphère de conflit, de trahison, vraiment quelque chose de nocif en fait pour le jeune Brian. Et puis son père aussi, il le voyait pas souvent et il était, on va dire, pas très fidèle vis-à-vis de sa mère, quoi. C'est ça. Et donc par rapport à ça, on en arrive à l'événement entre guillemets fondateur du jeune De Palma. C'est que sa mère en fait pensait que son père la trompait. Et donc sa mère est partie voir le jeune Brian et lui a demandé de l'aider en fait à espionner son propre père, pour avoir une preuve entre guillemets de l'adultère. Mm. Et donc c'est comme ça que Brian s'est retrouvé à devoir espionner son père Dans son bureau. Ouais. Et a donc trouvé en fait des preuves de l'adultère. Donc ce qui fait que il a déjà grandi dans un environnement vraiment nocif, vraiment toxique, et en plus de ça, il est au centre, il est eu même quelque part la cause, entre guillemets, du divorce de ses parents. Oui. Et vraiment, le divorce de ses parents, ça a été le traumatisme absolu pour Brian De Palma. Et c'est un peu de là que vient son attrait pour le voyeurisme, qui sera présent beaucoup dans son cinéma. Voilà, le fameux rapport du coup entre cinéma et voyeurisme que plein de cinéastes ont exploré. Je veux dire, Carpenter l'a exploré énormément. Mais Antonioni, d'autres, plus que certains, comme De Palma ou Hitchcock. C'est ça. Hitchcock dont on reparlera un peu plus tard, évidemment. Et en fait, durant sa jeunesse, le jeune Brian, il va d'abord se passionner pour la physique et l'électronique. Il va rejoindre l'université de Columbia en 1958 pour un peu suivre les traces de son frère, de son frère aîné Bruce.
Il veut devenir physicien, quoi. Et c'est durant ses études à New York que De Palma va s'intéresser à l'art et en particulier au cinéma. Au début, c'est un peu pour lui une simple distraction du samedi soir, comme il l'appelle, et ça va vraiment assez vite se transformer en passion, notamment lorsqu'il découvre pour la première fois au cinéma Vertigo du bien nommé Alfred Hitchcock, ainsi que... alors, Vertigo, du coup, il le découvre au cinéma, il avait déjà vu des films d'Hitchcock avant à la télé, mais c'est vraiment Vertigo, ça va lui faire un énorme choc. Et à côté de ça, durant son cursus universitaire, il y a une espèce de l'équivalent en fait d'une option, une option cinéma en gros, dans laquelle on étudie notamment les films de la Nouvelle Vague qui sont assez populaires à l'époque aux États-Unis. Et c'est là aussi que De Palma va découvrir le cinéma de Truffaut, mais surtout de Truffaut, Chabrol, mais surtout Godard, qui sera une autre de ses références. C'est ça. Et je pense que prendre Hitchcock et Godard, c'est vraiment aussi comprendre le cinéma de De Palma. C'est-à-dire que chez Hitchcock, il va vraiment y trouver une étude formelle, en fait. Vraiment, tu sais, du cinéma quasiment comme une espèce d'équation scientifique. Tu vois, une espèce comme ça de précision dans le cadre, dans le montage, quelque chose que Hitchcock fait très bien. Et chez Godard, il va trouver, en fait, un certain goût pour la liberté visuelle. Et c'est pour ça... L'expérimentation. C'est ça, voilà. Et en fait, c'est grâce à ça qu'il va vraiment se questionner sur le rapport entre l'essai formel au cinéma et la politique, qui est évidemment le cœur en fait du cinéma de Godard. Et donc, on prend Hitchcock-Godard, et c'est vraiment les deux parties de De Palma, la partie scientifique et du coup la partie politique, théorique, esthétique, des deux en fait. Et ouais, De Palma, c'est le croisement entre Hitchcock et Godard. Et c'est intéressant parce qu'au début, quand il le dit lui-même, quand il se passionne pour le cinéma, il voit d'abord les films comme un scientifique en fait. C'est-à-dire qu'il va d'abord étudier comment on fait les films, comment l'art du montage, le son. Enfin, c'est vraiment d'abord un technicien et c'est seulement par la suite qu'il va un peu développer son côté artistique, quoi. Et ça c'est quelque chose qu'on va retrouver dans tout son cinéma. Enfin, tu prends par exemple Blowout. Blowout, c'est un film à la fois, c'est un film de technicien en vrai, où il montre la technique au cinéma. On voit John Travolta dans le film faire du collage, du montage, prendre le son, c'est un ingénieur du son, faire du mixage et tout ça. C'est vraiment, comme tu l'as dit, ce croisement entre un esprit très scientifique, technique, et un esprit plutôt artistique qui va développer par la suite. Puisque en fait, c'est en 1962 qu'il termine ses études à Columbia et il va se réorienter vers un diplôme de Bachelor of Arts. Et c'est à partir de là que il va vraiment être à fond dans le cinéma et il va enchaîner des petits boulots comme comédien, notamment dans des pièces étudiantes, et il va notamment réaliser ses premiers courts-métrages, notamment son premier qui s'appelle Icarus du coup. C'est ça. Alors du coup, il va faire toute une série de courts-métrages vraiment rapidement. Donc il y a Icarus, il y a 660124 qui est du coup un court-métrage sur une carte IMB. Ce qui est très particulier quand même. Wotan's Wake, Jennifer, The Responsive Eye et Show Me a Strong Town and I'll Show You a Strong Bank. Et bon, moi du coup, je les ai vus ces courts-métrages dans des qualités horribles parce qu'ils sont pas disponibles autrement qu'en 240p sur YouTube dans des versions coupées. Voilà. Et déjà à l'époque, c'était des courts-métrages très expérimentaux où tu sens qu'il expérimentait vraiment les techniques cinématographiques, du montage, de la photographie. Et donc, ouais, De Palma à ce moment-là, encore une fois, il a vu Godard, il a vu tout plein de films, il a vu ce qui se fait en Europe, et il se dit, ouais, pour trouver ma forme, j'ai besoin d'expérimenter. Et en fait, c'est rien d'autre que un jeune réalisateur qui est encore étudiant dans les années 60 et qui va venir juste filmer des trucs un peu au hasard, il sait pas trop ce qu'il fait, mais il essaye vraiment de se trouver. Et là où c'est intéressant, c'est que moi, du coup, tous les courts-métrages, je les ai vus en une soirée, je les ai enfilés, et on voit déjà une évolution. Quand tu commences justement avec Icarus, tu sens que le mec ne sait pas du tout quoi faire. Et si on finit du coup avec Show Me a Strong Town and I'll Show You a Strong Bank, on comprend que le mec arrive de mieux en mieux à savoir où placer sa caméra, à savoir comment gérer son cadre et surtout son montage. Il y a aussi à cette époque deux événements qui va beaucoup le marquer, mais comme beaucoup d'autres cinéastes de cette période, c'est d'abord la guerre du Vietnam, évidemment. Et parce qu'il a été réformé, De Palma. Il devait partir à la guerre du Vietnam.
Et je crois, il me semble, c'est parce qu'il se faisait passer pour... Enfin, il essayait de trouver plein d'excuses. Il se faisait passer pour un homosexuel, déjà. Il essayait de déclencher des allergies et tout ça. Enfin, il a tout fait pour se faire réformer. Au final, il s'est fait réformer. Ouais. Et l'autre événement marquant de cette période, c'est bien évidemment l'assassinat de Kennedy, de JFK, donc, qui va marquer tout son cinéma de Palma, dont notamment le film dont on va parler aujourd'hui. Mais ça, on verra ça après. La guerre du Vietnam qui est vraiment un traumatisme générationnel en fait. Et c'est là aussi où on va commencer à toucher le cœur du cinéma de De Palma, c'est à quel point c'est un cinéaste de génération. En fait, c'est un cinéaste qui est là et en fait qui arrive d'une manière extrêmement précise, extrêmement claire, à scinder les traumatismes et les paranoïas d'une seule génération, qui est en l'occurrence la sienne. Et c'est aussi du coup à ce moment-là qu'on va comprendre une autre idée centrale dans le cinéma de De Palma, c'est que la vérité, ça dépend rien d'autre que du point de vue. Et ce point de vue, il est là grâce au montage. En fait, tout son cinéma, c'est qu'une seule et même variation sur la vérité. Sur la vérité, sur le mensonge, et à quel point est-ce que le cinéma peut transmettre le faux, le vrai, et que, en fait, au final, on s'en fout parce que tout ça, ça dépend uniquement du montage. Et rien d'autre. Par rapport au film de Zapruder sur l'assassinat de JFK, c'est que ce qui manquait à ce film-là, c'était un contre-champ en fait pour savoir genre d'où venaient les tirs. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui encore, c'est un énorme mystère de qui a tué JFK. Est-ce que c'était Oswald qui était seul ou est-ce que c'est un complot? Et De Palma, dans son cinéma, il a toujours eu comme ambition en fait d'offrir un petit peu le contre-champ quoi. Pourquoi tu rigoles? Ok, Jean-Baptiste Toré. Mais comme c'est le cas par exemple dans Blowout, Oui, c'est ce qu'il fait dans Blowout, c'est ce qu'il fait dans Snake Eyes, et c'est ce qu'il fait dans Phantom of the Paradise, bien sûr. Il va donc De Palma, il va continuer à monter des pièces de théâtre à Columbia. C'est à partir de là qu'il va rencontrer un professeur d'art dramatique qui s'appelle Wilford Leach. Il va obtenir, grâce à Leach, une bourse pour venir étudier à Sarah Lawrence. Et c'est notamment Leach qui financera son premier long métrage. Officiellement, c'est son premier long métrage, donc The Wedding Party, mais il sortira qu'un an plus tard en salle, en 1969. Donc voilà, techniquement, son premier, c'est Murder à la mode. Wedding Party, donc encore une fois, c'est un tout petit film. C'est un film qui est vraiment passé sous le manteau. Enfin, je veux dire, c'est un film qui a été pas beaucoup vu à l'époque, qui est quand même un peu oublié aujourd'hui. Mais par contre, c'est le premier film dans lequel joue un acteur. Oui. Un acteur un peu connu, je pense. Non, pas trop, je pense. Qui s'appelle Robert De Niro. Ouais, parce que on associe souvent Robert De Niro à Scorsese. Pourtant, c'est bien De Palma qui a fait découvrir et qui a fait exploser De Niro. Notamment, dans The Wedding Party, il a un rôle assez secondaire. Mais c'est vraiment par la suite, dans ces deux films suivants, donc après The Wedding Party, donc Greetings et I Mom, où là il va offrir un rôle un peu plus important à De Niro. Et du coup, là on est vraiment à la toute fin de ses études. Et c'est là que De Palma fonde avec donc un ami à lui qui s'appelle Kenny Burroughs, une petite maison de production pour produire des documentaires. Parce que à ce moment-là, De Palma, ce qu'il veut faire, c'est du documentaire, parce qu'encore une fois, il est influencé par ce qui se fait en Europe. Il veut vraiment filmer les institutions américaines. Et donc, il va réaliser du coup 2 commandes. La première est, je l'ai dit tout à l'heure, Show Me a Strong Town and I'll Show You a Strong Bank. Et la deuxième, qui est quand même bien plus marquante, qui est Bridge at Gap, du coup, qui est un documentaire sur les logements sociaux des Afro-Américains à la Nouvelle-Orléans. Et pour l'avoir vu aussi, c'est quand même un documentaire qui est intéressant. Parce que bon, déjà, il n'y a pas du tout le style de Palma tel qu'on pourrait se l'imaginer aujourd'hui. Mais surtout qu'on ressent vraiment une volonté qu'a Brian à cette époque-là de vraiment filmer les institutions, de filmer une société, tu vois, de vraiment placer son œuvre au service de l'histoire. Et à partir donc, des années 60, donc là il est toujours à New York, qui a vraiment une vie artistique qui est hyper prolifique, qui est vraiment présente. Il va commencer du coup à fréquenter la Factory, il va côtoyer Andy Warhol, évidemment aussi Rauschenberg, Frank Stella, Larry Rivers, je veux dire tous ces gens-là qui sont quand même toujours aussi influents je trouve aujourd'hui.
Mais par contre, ils se sont pas du tout touchés par le cinéma expérimental. Euh, Lui considère, même par rapport à la peinture abstraite, vers tous ces mouvements artistiques un peu là, sa limite, c'est l'impressionnisme. Au-delà, il arrête pas de dire que ça lui parle pas tant que ça, quoi. Et là, on arrive du coup en on arrive en 68, pardon, avec son deuxième long métrage qui s'appelle Murder à la mode. Murder à la mode, du coup, qui est grosso modo, un thriller très influencé à la fois un peu par Hitchcock. C'est là qu'on commence à voir les influences de Hitchcock. Aussi un petit peu par le giallo, parce que c'est vrai que il en a jamais vraiment trop parlé, mais je trouve que De Palma, c'est un cinéaste qui est beaucoup influencé par le cinéma italien des années 60, forcément, mais surtout le cinéma d'horreur italien des années 60, donc le giallo. Et ça se retrouve un petit peu dans Murder à la mode, pour le coup. Tu sais, je crois, il me semble, il y a un meurtre, c'est littéralement avec un pic à glace. Qui est genre une arme typique dans les giallo italiens. C'est ça, bien sûr. C'est un film aussi qui est super intéressant parce que c'est un film qui a 3 points de vue différents. Ouais. Et 3 parties et aussi 3 styles. La première partie, c'est une sorte un peu de soap opéra où on est. Alors, si j'ai pas de bêtises, t'as le droit de me corriger, mais je crois qu'on est justement du point de vue de la victime dans cette première partie. C'est bien la première partie. Il y a du point de vue de la victime avec une voix off en fond. C'est ça. La deuxième partie, on pense évidemment beaucoup à Hitchcock, dans un truc vraiment de thriller, de film à suspense et tout ça, un peu années 60. Hein. Et du coup, et en plus, là, le tueur, je crois qu'il est sourd et muet. En plus, il y a ce truc hyper intéressant, le rapport à l'image et tout ça. Et la troisième partie, c'est beaucoup plus un film burlesque, quasiment comique, avec des effets de montage accélérés. Ouais, c'est ça. Ce qu'il va beaucoup faire au début de son cinéma. Genre, c'était déjà le cas dans The Wedding Party, ça sera le cas dans ses films suivants. Même dans Photos of Paradise. Un petit peu, mais très vite, ça va un peu disparaître, cet effet de montage-là. Il va moins l'utiliser. Et c'est aussi la preuve que le début de Palma, on est beaucoup dans de la comédie, en fait. Parce que De Palma, on a cette image souvent du réalisateur de thrillers parfois même un peu horrifiques. Le début, c'est vraiment beaucoup des comédies au final, et des comédies limite beaucoup inspirées par les comédies américaines des années 30, les Chaplin, les Buster Keaton. Enfin, moi, je retrouve beaucoup de ça dans Murder à la mode, mais surtout dans ses films suivants, donc Greetings et I, Mom, en fait. C'est ça, bien sûr. Mais c'est un film qui est super intéressant pour comprendre à quel point le montage, le style en fait d'un film va vraiment influencer la manière que le spectateur a de voir ce film. C'est pour ça que moi, théoriquement, c'est aussi un film qui m'intéresse vraiment beaucoup. Et en plus, évidemment, ce choix d'avoir un peu 3 histoires distinctes, c'est ce truc un peu de trio qu'on a aussi, du coup, dans Greetings. Et justement, Greetings, donc ce sera son film... donc Greetings, c'est aussi 1968. C'est ça, même année, en fait. Ouais. Et pour le coup, là, il va vraiment s'inspirer de sa vie à lui, parce que Greetings, donc, c'est un film où on a 3 personnages principaux, et qui sont tous les 3, du coup, qui doivent tous les 3 partir au Vietnam, et qui vont tout faire pour se faire réformer. Il y en a un qui va se faire passer pour un homosexuel, un qui est complètement obsédé par l'assassinat de JFK, et un autre, donc Robert De Niro, justement, qui lui se fait passer pour un suprémaciste blanc, ultra vénère. Ce qui est de l'autre posé quand même, c'est l'autre côté du spectre politique. Oui. Et du coup, le film va graviter autour de ces 3 personnages. C'est un film qui va rencontrer un petit succès, puisqu'il va notamment remporter l'Ours d'Argent au Festival de Berlin 1969. C'est un film que je trouve pas parfait pour le coup. Parce que c'est vrai qu'on a un peu du mal à... Le côté, c'est un film qui fait 1h30, et c'est vrai que les 3 histoires, les 3 personnages sont grave intéressants, mais on sent que c'est un peu encore flou. C'est-à-dire que on aimerait en savoir un peu plus sur ces 3 personnages, les développer un peu plus, surtout qu'il y a des scènes géniales dans Greetings. Genre, il y a une scène où ce personnage-là, j'ai plus son nom, mais celui qui est obsédé par l'assassinat de JFK, tu sais, il fait une espèce d'autopsie, de fausse autopsie de JFK sur le corps de sa petite amie dans le lit et tout. Enfin, je trouve cette scène trop bien. Et je trouve que c'est un film qui est assez intéressant. On retrouve pas mal de choses qui seront pour le coup beaucoup plus développées dans
ce qui est pour le coup la suite directe de Greetings, donc il sera iMom, quoi. C'est ça. iMom qui est quand même un bien meilleur film, Ouais. je trouve. Qui sort en 1970, et là pour le coup il se concentre vraiment sur le personnage de De Niro. C'est-à-dire que iMom, c'est ça se passe après Greetings, et en gros c'est le retour de De Niro aux États-Unis, parce qu'à la fin de Greetings il part quand même au Vietnam. C'est très drôle d'ailleurs le fait que le mec soit un énorme suprémaciste ultra vénère, et que les mecs à l'armée lui disent bah non, t'es quand même accepté, genre c'est ça à la fin de Greetings. Bah en même temps je veux dire c'est pas si loin de la réalité, mais et donc on va le suivre en gros son retour aux États-Unis, et il va commencer à développer une sorte de petit business de voyeuriste. En gros, filmer les gens depuis son appartement à leur insu avec une caméra, et filmer surtout les femmes, et vendre ça du coup à des producteurs de films porno, quoi. Et c'est ton biopic, hein, finalement. C'est fou de dire ça. Allez, tiens, je te jette le bus. C'est fou ça. 2 ans après, donc en 70, il y a le documentaire de Dionysos in 69 qui est sorti, que toi t'as toujours pas vu du coup. Si. Si tu l'as vu, ouais. Ok. Qui est entièrement en split screen. Voilà, du coup c'est une captation des bacchantes de Ripide, mais c'est le premier film de De Palma qui est entièrement, et le seul d'ailleurs, qui est entièrement filmé du coup en split screen. Pour les gens qui savent pas ce que c'est quand l'écran est coupé en deux, et qu'en fait on a 2 mini-écrans dans l'écran. Chose qui va énormément utiliser dans ces films suivants. C'est ça, voilà. Et même du coup, moi il y a ce côté aussi que j'aime bien aussi, c'est que en fait il y a une partie donc de l'écran qui va filmer la pièce, et l'autre qui va filmer le public. Ouais. Et ce qui fait qu'on a à la fois le chant et le contre-chant. On a à la fois l'action et la réaction, mais en même temps pas vraiment au sein du même cadre, parce que c'est 2 cadres différents. Et 2 ans, donc en 1972, en fait, De Palma, à partir de là, il va se faire repérer, grâce notamment à Greetings et iMom, par les studios, et il va être engagé par la Warner pour réaliser un film qui s'appelle Get to Know Your Rabbit, qui est complètement un film de studio pour le coup. Et en fait ça va marquer un gros tournant, ce film, dans sa carrière à De Palma, puisque alors pour le coup c'est un film qui est un peu moyen, on va pas se le cacher. C'est pas un bon film, c'est pas un très bon film. C'est en gros l'histoire d'un homme qui quitte son entreprise pour devenir magicien, grosso modo. Grosso modo, c'est ça. Et c'est un film où il va avoir pas mal de problèmes, De Palma, notamment pas mal de conflits avec les producteurs, et une grosse pression aussi liée au fait que dans le casting, il y a Orson Welles. C'est ça. Alors, tu sais, ce petit réalisateur aussi pas vraiment connu. Sauf que c'est Orson Welles, fin de carrière, qui était plus concentré à vider sa bouteille de whisky qu'à apprendre son texte. Exactement. Donc même si, alors il en garde pas un mauvais souvenir d'Orson Welles, parce que pour lui c'était quand même incroyable de diriger Orson Welles. Mais c'est vrai que c'était un peu compliqué, mais ça va surtout être compliqué avec les producteurs. Le tournage va prendre énormément de retard, et arrivé au moment du montage, en fait les producteurs ils vont tout simplement virer De Palma, et lui-même, et du coup ils vont remonter le film un peu à leur sauce, quoi. Et De Palma lui-même dit qu'ils ont pris son film, en fait. Il dit: on m'a pris mon film, on l'a remonté, on l'a tout simplement fini sans moi, j'ai été viré, c'est aussi simple que ça. C'est vraiment un souvenir vraiment traumatisant. Traumatisant. Et au point que vraiment ce truc du personnage, du créateur qui ne peut rien faire face à la grosse machine capitaliste, c'est un truc qu'on retrouve partout, et notamment dans Phantom of the Paradise. Bien sûr. Et en fait, il va être traumatisé par cette expérience, et il va un peu tomber en dépression. Il va quitter Los Angeles pour revenir à New York, où il va refuser plusieurs projets, avant finalement de retourner en Californie. Et c'est en fait à partir de là qu'il va se lier d'amitié avec d'autres jeunes cinéastes du nouvel Hollywood, dont notamment Scorsese et Spielberg, qui vont vraiment devenir ses 2 grands amis. Il va se mettre en colocation avec 2 actrices, donc Margot Kidder et Jennifer Salt. Margot Kidder, mec. Il va se mettre en couple avec elle, d'ailleurs. C'est ça. Et Margot Kidder, qui est surtout connue, enfin moi qui est une actrice que j'adore, mais qui est surtout connue du coup pour avoir incarné Lois Lane dans les Superman avec Christopher Reeve. Et en fait, c'est cette colocation qui va lui inspirer le scénario de son film suivant, donc en 1973, à savoir Sisters, Sœurs de sang en VF, où là du coup il va revenir au thriller horrifique même, on peut dire. Et il va vraiment...
pour le coup, Sisters, c'est vraiment à partir de là que la carrière de Palma commence vraiment, en tout cas du point de vue du grand public, parce que c'est à partir de là qu'il va développer ses thématiques fétiches, à savoir le double et le voyeurisme. Il n'y a pas que ça, mais grosso modo, voilà. Je veux dire, Sisters, pour moi, c'est le premier vrai très bon film de Palma. Ouais. Et surtout... même si je préfère Imom quand même. Oui, mais je veux dire, en tout cas, c'est le premier vrai film de Palma, dans le sens où c'est la première fois qu'il trouve sa forme. Il va beaucoup utiliser, par exemple, les split screens, le montage alterné. Il y a plein d'effets qu'on retrouvera par la suite dans ces autres films. Oui, et même, je veux dire, au-delà de l'effet, comme tu l'as dit, il y a les thèmes, il y a l'ambiance, enfin... En tout cas, vraiment, on est plus sur de la comédie. Sœur de sang, c'est le vrai premier film de De Palma. Ouais. Genre, c'est là où le De Palma tel qu'on connaît aujourd'hui, c'est vraiment trouvé esthétiquement, politiquement, théoriquement aussi, en termes de cinéaste, de monteur, enfin, c'est vraiment là qu'il s'est trouvé. Et donc là, on est en 73. Et à ce moment-là, c'est quoi qui intéresse fondamentalement De Palma ? C'est 3 choses. C'est qui contrôle les images, c'est qui monte les images, et qui décide du récit. Et là, on arrive en 74 avec le sujet de notre podcast qui s'appelle Phantom of the Paradise. Exactement. Et donc, toujours frustré par l'expérience qu'il a vécue sur le tournage de Get to Know Your Rabbit. T'as du mal avec le... J'ai un peu du mal, ouais. De Palma, il va en fait s'inspirer de ce film qu'on lui a volé, entre guillemets, pour son nouveau projet, donc Phantom of the Paradise. L'idée du film, elle lui vient quand il entend, c'est une anecdote qu'il a souvent racontée, quand il entend dans un ascenseur une chanson des Beatles, donc qui est A Day in the Life. Pas n'importe laquelle. Hein. Ouais. Transformée en Musak, donc Musak c'est les musiques d'ascenseur en gros, je savais même pas. Bah pareil, je et en fait, quand il entend ça, il se dit que c'est fou qu'on puisse prendre une grande chanson et la décliner en plusieurs genres musicaux et en faisant de la merde quoi. En gros c'est ça. Et genre à partir de ce postulat de base, en fait, De Palma il va faire du coup un film, donc une comédie musicale horrifique, en s'inspirant de 3 histoires classiques, donc on l'a dit, le fantôme de l'opéra, mais aussi Portrait de Dorian Gray, d'Oscar Wilde, et Faust, donc le mythe. Et en fait, il va proposer du coup ce projet à plusieurs producteurs, mais aussi à Paul Williams en fait. Et Paul Williams, il va rapidement accepter de faire la musique du film. Et De Palma, il va se dire que ça pourrait être aussi intéressant de le faire jouer, donc de le faire jouer le producteur véreux en gros. Et notamment par rapport à son physique, parce que c'est vrai qu'il a un physique un peu particulier. Paul Williams ouais, dans le film, il est très petit, avec une... il n'a pas une gueule de méchant, mais en même temps, il est un peu bizarre quand même. C'est vrai. Et il va également engager donc, comme comédien pour jouer le rôle de Winslow Lynch, donc quelqu'un avec qui il a déjà travaillé, donc William Finlay. Exactement. Donc qui joue donc Winslow Lynch alias le fantôme, Leach. Et il va repérer aussi Jessica Harper après l'avoir vue dans une comédie musicale à Broadway. Notamment, il va pour sa voix en fait, parce qu'elle chante beaucoup dans le film. Et elle a effectivement une voix très incroyable. Ouais, effectivement. Et en fait, au fur et à mesure, le film va se faire et il va vraiment reprendre des gens qu'il connaît déjà et il va proposer le projet à la 20th Century Fox qui va voir le gros potentiel qu'a ce film en termes de public, succès. Quoi, de succès. Et surtout que c'est pas un film qui, sur le papier, va coûter très cher. Je dis bien sur le papier, on verra après. Exactement. Du coup, je vais faire un petit synopsis de ce Phantom of the Paradise. Avec plaisir. Winslow Leach, un jeune compositeur naïf, se fait voler sa musique par un producteur véreux, Swan. Trahi, emprisonné, puis complètement défiguré après un accident atroce, Winslow devient le fantôme, une figure masquée qui hante le temple du rock de Swan, le Paradise, pour se venger et protéger sa musique, et aussi la chanteuse qu'il aime. Très bon synopsis. Normal, c'est pas moi qui l'ai écrit. C'est notre running gag à chaque épisode, finalement. Et en fait, Phantom of the Paradise, c'est un film qui, à travers la critique de l'industrie de la musique, c'est un film qui nous explique pourquoi le nouvel Hollywood s'est un jour achevé brutalement. On peut dire que c'est grosso modo la grosse thématique du film, même si on va le voir, il y en a plein d'autres, mais on peut
on peut déjà commencer par celle-ci. C'est ça. Au-delà de pourquoi, moi je dirais surtout comment, en fait, parce que c'est aussi un film qui étudie d'une manière assez brillante la manière dont une industrie, donc là en l'occurrence qui est représentée par l'industrie de la musique, par le studio en fait, qui est du coup Death Records, qui est le studio de Swan. Mais donc au-delà de ça, pardon, comment est-ce qu'une industrie en fait peut mettre fin à tout mouvement artistique? Ouais, c'est parce que je trouve déjà c'est assez intéressant de voir que De Palma il fait le choix de parler de l'industrie musicale qui pour le coup en vrai est peut-être encore plus vénale que l'industrie cinématographique. Encore plus, je sais pas, mais en Je- tout cas, l'est tout autant. Ouais, Facilement, ouais, ouais, bien facilement. sûr. Encore plus aujourd'hui même, hein. Oui, très C'est- probablement, ouais, bien sûr. Et là, en l'occurrence, c'est donc le personnage principal du film, Winslow Lynch, c'est quelqu'un qui représente avant tout le cinéma américain de la fin des années 60, c'est-à-dire le cinéma d'auteur, le renouveau, qui sera bientôt broyé par la machine hollywoodienne des années 70, comme ça a été le cas avec De Palma, avec du coup son début de carrière, quoi. C'est le cinéma des années 60, qui était donc un cinéma quasiment de la contre-culture, en fait, tu vois. Il s'est retrouvé complètement récupéré, complètement absorbé par l'industrie du cinéma hégémonique américaine, en fait. Et c'est comme ça que on a dit au revoir au Spielberg de Duel, et lui-même s'est vendu pour aller produire Indiana Jones ou Star Wars. Ouais, même Scorsese, enfin même d'autres Bien cinéastes. sûr, bien sûr. C'est tous les cinéastes du Nouvel Hollywood ont un peu, signé un contrat, un pacte, C'est ça, évidemment, bien sûr. un contrat hollywoodien, parce que Dont De Palma lui-même, en fait. ouais, C'est aussi qui est intéressant. C'est que lui n'est pas du tout dans une position d'ermite critique de ça. Il est parfaitement conscient du fait que il a commencé avec des films comme Greetings et qu'il s'est retrouvé à faire Get to Know Your Rabbit. Il est parfaitement conscient de ça, pardon. mais pour le coup, parmi tous les cinéastes de cette époque-là, c'est celui qui a le qui est le plus critique envers la machine hollywoodienne et les producteurs de manière générale, enfin les gros studios quoi. C'est même si encore une fois il a quand même fait des films de studio comme ça sera le cas par la suite. Tu sais, le contrat du coup, que Winslow va signer en fait dans le film, Ouais, c'est pas forcément le contrat uniquement faustien, tu vois. C'est vraiment le contrat hollywoodien. Et c'est donc là, je trouve aussi toute l'intelligence d'adapter à la fois Faust et à la fois Dorian Gray, et donc de reprendre un peu ces histoires de romans populaires et tout ça, et du coup les réadapter, c'est qu'en fait, il va aussi questionner la fiction, tu vois. Et de cette manière dont dont l'industrie hollywoodienne, dont Hollywood va prendre la fiction, je veux dire, non pas comme une espèce de représentation de la vraie vie, mais comme quelque chose en fait qui va venir complètement essorer tout ce qu'il y a de réel pour en faire uniquement une œuvre de fiction. C'est pour ça qu'il va réadapter plusieurs œuvres de fiction pour en faire en fait une sorte de quintessence et que le film dialogue avec ce qu'il adapte. c'est ce qu'il fait notamment dans le film de Palma avec la musique. Mais ça, on le détaillera un peu plus après, C'est ça. notamment avec le groupe des Juicy Fruits. En plus, le nom est Ouais, les fruits pressés, bien sûr. littéralement. Hmm. Et ouais, comme tu l'as dit, même Winslow, pour le coup, qui au début nous est présenté comme un artiste innocent, qui protège son œuvre, qui protège les compositions qu'il écrit et qui veut, pour le coup, les chanter ou du moins les garder un peu un contrôle. Parce que, tu vois, il veut... en fait, lui, il va se faire défigurer au milieu du film et Winslow va disparaître et laisser place au fantôme et le fantôme va lui-même devenir un peu un agent du système, un agent de la grosse machine capitaliste, sauf que il va signer du coup ce pacte avec Swan, pas forcément par attrait financier ou artistique, mais surtout par amour en fait pour le personnage du coup de Phoenix, qui a un nom plus qu'évocateur, puisqu'elle représente un peu la seule lueur d'espoir dans cette société de contrôle, et c'est pour ça que le fantôme veut que ce soit elle et personne d'autre qui chante la musique qu'il a composée. Vu que lui, de toute façon, maintenant, il ne peut plus la chanter, vu que sa voix est complètement détruite. Exactement. Et donc cette voix a été détruite et reconstruite Ouais. par le personnage de Swan.
Dans une scène d'ailleurs qui est vraiment géniale, enfin la scène où il fait une sorte de Bien remixage. sûr, bien sûr. Qui... Bah, je veux dire, c'est littéralement du coup Swan qui va venir déposséder l'auteur. Je veux dire, tu sais, c'est l'industrie, c'est le patron en fait qui va venir déposséder donc l'auteur de sa propre voix, et donc tu sais, de l'instrument de sa production artistique en fait. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, à partir de cette scène-là où en fait il va venir reconstruire la voix de Winslow, du coup, ce n'est plus la voix de William Finley qu'on entend, c'est la voix de Paul Williams. Ouais. Et donc, par extension, la voix de Swan. Le personnage de Swan va venir prendre sa voix, sa propre voix à lui, et la mettre sur celle de la personne qu'il possède. Parce que justement, je me posais une question, mais au tout début du film, après le générique d'intro, tu sais, quand du coup Winslow il commence à chanter Faust, c'est la voix de William Finlay? Bien sûr. Ouais. C'est ça. Il chante grave bien. Il chante super bien. C'est bien la sûr. réflexion que je me faisais en fait. Bah ouais, grave. Mais par la suite, d'ailleurs, en fait, c'est intéressant de voir que cette musique, du coup, Faust, donc qui est la musique que Winslow compose dans le film, elle est chantée par Winslow, après elle va être chantée par Phoenix, et elle va aussi être chantée par Swan. Alors, elle n'est pas chantée par Swan dans le film, Directement. mais si on écoute la bande originale du film, donc sur Spotify par exemple, il y a le morceau Faust qui est chanté par Paul Williams. Exactement. Mais c'est pas présent dans le film en fait. C'est ça. Et puis ouais, même le personnage de Swan en fait est passionnant parce que sa première apparition, on voit juste son gant et en fait tous les personnages quand ils s'adressent à lui, ils vont venir regarder la caméra. Ouais. Et c'est parce que en fait le personnage de Swan c'est une sorte de force omniprésente qui a un contrôle sur absolument tout. Et pendant tout le film, à part Winslow, tous les personnages sont contrôlés par Swan. Swan, il dit A, le personnage va dire A. Swan dit B, le personnage va dire B. Et même, c'est aussi une sorte d'entité, je veux dire, comme tu l'as dit. C'est un personnage qui est à la fois extrêmement vieux, mais à la fois, il a une espèce de peau de bébé un peu bizarre. Il est petit, en même temps, il est grand, et en même temps, il a une coupe de cheveux, et, tu vois, et en même temps, c'est un homme, en même temps, c'est une femme. Enfin, tu vois, c'est parce que c'est aussi un personnage qui n'a pas de contour. Et c'est parce que le système capitaliste aussi n'a pas de contour. Ouais. Tu vois, c'est aussi toute une industrie, en fait, qui, encore une fois, je veux dire, c'est une phrase qui est connue, mais qui va te donner à la fois le problème, à la fois la solution. Et donc, le personnage de Swan va à la fois faire en sorte que tu ailles en prison, et quand tu vas t'évader, tu vas te retrouver avec le visage brûlé, et à la fois, il va te proposer la solution que, tout va bien, d'accord ? Je vais te permettre de chanter, mais tu vas utiliser ma voix, mais tu vas pouvoir quand même chanter. C'est ça, c'est qu'en fait, c'est le personnage de Swan qui crée les problèmes et qui va venir proposer, en tout cas en apparence, une solution. Et même si on va s'apercevoir quand même au fur et à mesure du film que cette solution qu'il va venir proposer, tu vois, que le contrôle que Swan exerce sur le reste des protagonistes et en tout cas même sur le reste du métrage en général, c'est quelque chose aussi de purement fictionnel. C'est littéralement un pacte avec le diable, tu vois. Et c'est parce qu'en fait, c'est aussi ça, c'est aussi un film du coup qui va parler justement de l'illusion et du fait que toutes ces personnes qui vont venir en fait exercer un contrôle, exercer un pouvoir sur les autres, c'est aussi qu'une seule et même illusion. Mais c'est vrai que, comme tu l'as dit, Swan, donc le personnage apparaît au bout de 17 minutes, si je dis pas de bêtises, dans une scène un petit peu orgiaque, genre une scène un peu, tu sais, où il y a toutes les femmes qui sont allongées dans le lit, et là, d'un seul coup, il y a la porte qui s'ouvre avec de la fumée, et t'as Swan qui apparaît littéralement comme un dieu vivant, et t'as toutes les femmes qui sont en train de jouir, quoi, littéralement, en le voyant. Et que le personnage de Swan, ce qui est intéressant, c'est que comme beaucoup d'autres personnages dans les films de De Palma, c'est quelqu'un qui vit dans une réalité qu'il s'est créée lui-même et à laquelle son entourage doit se conformer en fait. C'est un personnage qui a littéralement une cour autour de lui qui le vénèrent en fait et qui lui renvoie une image complètement altérée du monde et c'est dans cette image qu'il croit vivre. Et comme tu l'as dit, c'est quelqu'un qui contrôle absolument tout, c'est quelqu'un qui contrôle l'industrie, évidemment, c'est quelqu'un qui contrôle les forces de l'ordre. Il y a cette scène où du coup il fait arrêter
Winslow en le dégageant de chez lui. Et en fait, les flics trouvent un pochon de drogue dans son sac que Swan a directement mis dedans, enfin les hommes de main de Swan. Donc il est envoyé en prison. Et la prison, d'ailleurs, qui s'appelle Sing Sing, la prison dans le film, c'est une prison qui existe. Hein. Qui existe ? Ah ouais ? Oui, oui. Ok, je savais Sing pas. Sing est quand même connu, bien sûr. Mais c'est marrant le nom Bien sûr, Sing Sing. Et qui du coup dans le film c'est une prison qui est financée par Death Record, donc le label de Swan, dans laquelle du coup on voit que c'est une sorte de un peu de camp de travail où du coup chaque prisonnier emballe les disques, si je dis pas de bêtises, si je me rappelle bien de la scène, dans laquelle aussi on enlève les dents des prisonniers pour les remplacer par des dents en métal. Et donc, c'est littéralement, voilà, comme tu as dit, le système capitaliste n'a pas de contour et contrôle tout. L'industrie, les forces de l'ordre, la prison, c'est le cas de Swan dans le film. Exactement. En fait, je veux dire, dans les précédents films de De Palma, comme Greetings ou I, Mom, cette atmosphère en fait, de paranoïa était vraiment générationnelle. À savoir que donc, le pouvoir ment, les institutions mentent, très bien. C'est quelque chose d'acté et la jeunesse, la génération va venir un peu se rebeller contre ça. Et c'est vraiment ce que ces premiers films documentent. Mais à partir de Fantôme, le soupçon change vraiment d'échelle en fait. Ce n'est plus un mensonge ponctuel, mais c'est tout un système établi qui est fondé sur la manipulation. Et c'est pour ça que Swan, c'est pas un politicien, tu vois. Swan, c'est bien plus que ça. Swan, c'est quelqu'un qui va venir produire le réel. Tu vois, c'est quelqu'un en fait qui va venir créer fondamentalement et qui va venir changer de l'intérieur une société et l'établir comme telle. Et juste pour finir là-dessus, Swan en fait c'est pour ça que c'est un personnage qui est passionnant. C'est une sorte de concentré de toutes les figures d'autorité que De Palma, durant sa jeunesse, a vraiment appris à soupçonner. Swan, c'est le père, parce qu'il va venir exercer un pouvoir de domination et de surveillance sur les autres. Swan, c'est l'État, comme tu l'as dit. Il contrôle les institutions, il confisque, d'accord ? C'est celui qui va venir créer des contrats, des règles. Et Swan, c'est le studio hollywoodien, c'est l'industrie, tu vois. Et encore une fois, la dépossession de l'auteur et tout ça. En fait, Swan, il vit à la fois entouré d'écrans, mais c'est également lui qui va venir enregistrer, c'est lui qui va venir surveiller. C'est lui qui est à la fois dans les écrans et à la fois à l'extérieur des écrans, et c'est lui qui à la fois contrôle les écrans, tu vois. Et ouais, et en fait, vraiment, je pense que tout ça, c'est hyper précis, en fait. Je veux dire, pour comprendre vraiment, en fait, De Palma, il faut comprendre le personnage de Swan. Et j'ai envie de dire, même, t'as dit Swan, c'est la figure du père, c'est même aussi un peu la figure de la mère, c'est-à-dire une certaine forme de protection envers les artistes, mais une protection qui est pas vraiment... qui est un peu illégitime, parce qu'il fait ça uniquement pour mieux les voler, en fait, voler leur œuvre. Tu sais, il y a cette scène où il croise le fantôme dans les couloirs du Paradise, et il dit ouais, mais t'inquiète pas, je vais te rendre ta voix. Tu sais, il le dorlote un petit peu, il le chouchoute pour au final le droguer et lui voler les compositions qu'il écrit. Donc, et ça, c'est évidemment dû au fait que il avait un problème avec la figure du père de Palma, mais il avait aussi un problème avec la figure de la mère. Et ça se retrouve un petit peu dans le personnage de Swan. C'est ça, exactement. Et par rapport à ce que tu disais sur la surveillance, c'est, ce qui est intéressant de voir, c'est que Swan, c'est un personnage... C'est le support et l'enregistrement qui vieillissent à la place de Swan, alors que l'industrie photographique, elle permet justement de conserver, elle permet de conserver la jeunesse éternelle et une image un petit peu altérée, comme c'est le cas avec la voix, comme on le voit dans le film, mais aussi avec l'apparence. Tu sais, Swan, il garde plein de fichiers vidéo dans une salle du Paradise, et ces fichiers en fait sont là pour parce que c'est vrai que Swan lui-même est sous le joug d'une force qui est plus grande que lui et qu'il dépasse, c'est le diable. Tu sais, il y a cette scène où on le voit pactiser avec le diable, et le diable lui dit concrètement tu peux, parce que c'est l'inquiétude de Swan, c'est de vieillir, et le diable lui dit tu peux avoir la jeunesse éternelle, mais pour ça il faut que tu gardes cet enregistrement
il faut que tu le gardes, et il faut que tu t'en souviennes, il faut que tu le regardes tous les jours pour te rappeler de ce pacte que tu as fait avec moi, et ne surtout pas détruire en fait. Détruire les enregistrements vidéo de tous les pactes de Swan, c'est littéralement Swan qui meurt en fait. C'est détruire cette image altérée de lui, le détruit lui-même. Exactement. Et du coup, il y a un autre aussi personnage que je trouve vraiment intéressant, c'est Biff, qui est donc le chanteur. Chanteur de métal. Ouais, une sorte de proto-métal. Parce Ouais, qu'encore une fois, on est en proto-métal, ouais. 74 et le métal n'existe pas encore, en tout cas pas dans la forme sous laquelle on l'entend aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'est fou parce que c'est un peu l'avènement de Kiss avant Kiss. Ouais, oui. Genre oui, le oui. groupe, parce que il y a du coup Biff qui est le leader du groupe, et en fait les autres membres du groupe, c'est les Juicy Fruits qui sont repris en fait, et qui deviennent des métalleux en fait. Encore une fois, c'est toujours pareil, c'est la même variation d'une même musique, d'un même groupe en fonction des lois du marché en fait. Ouais, parce que c'est pour ça en fait qu'il auditionne Biff et qu'il le prend, c'est pour reprendre Faust, donc la composition de Winslow, pour l'ouverture du Paradise. Exactement. Et ouais, en fait, le personnage de Biff, bon, déjà, Biff, le bœuf, enfin, le bœuf, la viande, pardon. Voilà, je veux dire, c'est uniquement un corps, c'est une sorte de chair, tu vois. Et C'est pas une voix en tout cas. c'est ça, c'est clairement pas une voix. Et voilà, et en fait, même dans le rapport qu'entretient Biff avec le public, c'est un personnage qui est là vraiment dans la performance, tu vois. C'est un personnage qui encore une fois, oui, mais il va montrer sa chair, en fait. Qui se met en scène. Exactement, en fait, il se met en scène, et tout en étant, du coup, dans une performance plutôt que dans une interprétation. Et qui est présenté un petit peu comme l'avenir par Swan. Ouais, c'est ça. C'est pour ça notamment qu'il le prend pour faire l'ouverture du Paradise. Et il y a cette scène où il le présente sur le tarmac d'un aéroport, où du coup il le présente et il sort littéralement d'un cercueil en fait. C'est assez significatif en fait de dire bah voilà, je fais revenir les artistes d'entre les morts pour les recomposer un petit peu à ma manière. Et c'est aussi montré durant la scène de comédie musicale, je sais plus si c'est la scène d'ouverture du Paradise. Tu sais, la performance du groupe, quoi, sur scène. C'est ça, Oui, c'est c'est la ça, scène c'est la scène d'ouverture du d'ouverture. Et du coup, il y a toute cette scène où, tu sais, les membres du groupe, ils font semblant de couper des membres dans le public, et la tête, les bras et tout ça. Ils mettent tout dans un espèce de sarcophage. Et à la fin, tu vois Biff apparaître un peu en mode Frankenstein, en mode, c'est ultra significatif, quoi. On prend des morceaux, Swan prend des morceaux un peu à droite, à gauche, et recompose le tout pour créer l'artiste ultime que lui veut en fait. Mais finalement, l'artiste ultime, mais qui va rester le temps d'une performance. Ouais, qui va mourir sur scène. Voilà, qui va mourir sur scène, tu vois. Voilà. Et même du coup, dans cette scène, par exemple, il y a une manière dont De Palma il va venir filmer le public que je trouve vraiment intéressante. C'est qu'en fait, le public est filmé un peu comme une sorte de masse un peu abrutissante, qui est prêt à tout pour recevoir toute la merde qu'on lui donne. Ah c'est un film qui est très critique envers le public aussi. Ouais, c'est ça, oui, bien sûr. Et ouais, et même, le public n'a pas de goût, dans le sens où le public accepte absolument tout tant qu'on est au Paradise et qu'il y a des belles images. C'est vrai qu'il s'extasie devant la performance de Biff. Alors que le public de la salle de cinéma rigole. Ouais. Mais après, ils vont quand même s'extasier devant la performance de Phoenix. C'est ça. Qui pour le coup est légitime. Bien sûr. Enfin, légitime, je sais pas. Enfin, non, c'est une belle performance, quoi. Genre d'un point de vue purement artistique, quoi. C'est. Mais dans ce cas-là, pas plus que celle de Biff. Oui. Tu vois, mais qui est plus dans le côté paillettes, glam. Ce qui est intéressant, c'est pas forcément qu'il y ait une hiérarchie des performances. C'est le fait que ça soit deux concerts aussi radicalement opposés et que le public réagit exactement de la même manière. Tu vois, c'est ça qui est intéressant. C'est le fait que, en fait, au sein du même endroit, au sein du même lieu et au sein de la même époque, on peut avoir la même variation de la même chanson, mais chantée de deux manières différentes. Après, il n'y a pas forcément de meilleure ou de mauvaise façon. De mauvaise façon. Le truc intéressant, c'est que on est justement dans quelque chose du coup de l'ordre du spectacle, et que à partir du moment où on te donne absolument n'importe quoi à bouffer, vu que toi t'es là et que t'es là pour passer un bon moment et que tu veux pas trop te prendre la tête, tu vas prendre absolument toute la merde qu'on te donne à bouffer. Parce qu'au final, c'est le public qui permet à Swan d'exister.
Sans le public, Swan, il est rien. Et le diable aussi. C'est ça. Oui. Mais quand il meurt sur scène, Biff, le public est en extase. C'est On ça. les voit encore à la fin du concert en train d'acclamer Biff quand Oui, ils le sortent qu'ils le mettent dans l'ambulance là. Dans le brancard. Et Swan, il est en mode oui, genre mon ouverture est réussie, même C'est s'il ça. y a eu un mort, C'est ça. parce Voilà. que le public permet à Swan d'exister encore une C'est fois. ça. Voilà, et que encore une fois, du coup, dans une industrie comme ça, la mort importe peu en fait. Je veux dire, la mort de l'auteur, la mort de l'artiste, ou même la mort tout court, importe peu. Parce que ce qui compte, c'est le spectacle, c'est le divertissement. Et c'est d'autant plus significatif quand on voit le plan de fin du film. Alors là, on passe sur la fin, mais tu sais, genre à la fin, déjà la fin, je la trouve incroyable. Genre, enfin, il y a vraiment un côté, encore une fois, j'aime bien ce mot orgiaque. Tu sais, Ouais, c'est bien sûr. filmé un petit peu comme une orgie, le public qui en peut plus, qui monte sur scène, qui casse tout, alors qu'au milieu de tout ça, t'as Swan qui a le visage décomposé et qui se fait tuer par le fantôme. Et à la fin, ce qui reste debout, tu sais, la caméra, elle panote et genre, on a un plan large, enfin, presque un top shot avec la foule. C'est sur ça que finit le film, en fait. C'est la foule, c'est la société du spectacle. Et ce qui est intéressant, c'est que De Palma, il ouvre le film avec le regard de Swan, vu à la première personne. Bien sûr. Et il le termine avec le regard impersonnel du spectateur, limite zombifié, quoi. Donc au final, c'est une fin qui sonne un peu comme une fin... comme une mauvaise fin, enfin une bad ending, c'est-à-dire que Swan, même s'il est mort, a gagné. Ouais, c'est ça. Et donc, et même, enfin, toute cette séquence finale aussi, elle va venir aussi vraiment rejouer l'assassinat de Kennedy. Il y a tout ce truc aussi qui est lié à la parade publique. Je veux dire, la manière donc Kennedy un peu traverser la foule un peu dans sa décapotable. Et ben Swan, pareil, je veux dire, il va apparaître comme une sorte de divinité comme ça, au milieu d'un événement festif. Même la thématique du couple aussi. Donc Swan et Phoenix qui vont venir rejouer l'image du couple présidentiel. Ouais. Il y a aussi, il y a plein d'autres. Il y a le tireur isolé, évidemment. Le tireur isolé, ils sortent d'une rose aussi, Swan et Phoenix. Et c'est le rose, parce qu'à l'époque, ça, on peut pas trop le comprendre quand on n'est pas américain. Il y a des codes aux États-Unis, des codes esthétiques qui renvoient directement à l'assassinat de Kennedy. Par exemple, le rose, c'est quand un Américain voit un rose comme ça lui fait tout de suite penser au tailleur que portait Jackie Kennedy durant l'assassinat. Et là, c'est un petit peu le cas. On l'a ici. Et puis oui, comme tu l'as dit, la captation filmique avec du coup la scène qui est intégrée au spectacle lui-même, en fait. Parce qu'il y a plusieurs fois ce jeu dans le film de la caméra qui est aussi une caméra qui existe diégétiquement dans le récit. Une caméra qui filme la captation qu'on voit sur scène. Tu sais, il y a par exemple à un moment, la caméra, elle panote et on voit le fantôme se balancer comme ça. Bien Et sûr. Swan, quand il revoit les images du coup de l'assassinat, c'est durant l'assassinat non, durant l'explosion, la première explosion Qui suit le split screen, Ouais. bien sûr. Et quand il revoit les images, Swan, il revoit les mêmes images que nous, spectateurs, on a vu du coup cette caméra qui panote et où on voit passer du coup le fantôme en arrière-plan. Et que même, justement, du coup, cette scène finale, comme tu l'as dit, elle est vraiment intégrée au spectacle lui-même. Donc, à la fois au spectacle du film que nous, on est en train de regarder en tant que spectateur de Phantom of the Paradise, mais également au spectacle qui se joue dans la diégèse du film. Les spectateurs qui sont là, du coup, pour l'ouverture du Paradise, voient le même spectacle que nous au même moment. Et encore une fois, un piège aussi qu'on pourrait avoir dans une analyse de Phantom of the Paradise, c'est de se dire que Swan est assimilé à JFK pour en faire une sorte de figure héroïque quasiment historique, tu vois, et donc il y a ça à la grande histoire des États-Unis. Mais sauf que en fait non, pas vraiment, parce que Kennedy, il a longtemps incarné l'image d'un âge d'or américain, tu vois. Je veux dire, tu sais, c'est le... Ouais, c'est c'est la le- jeunesse, c'est le fantasme de la famille nucléaire, en Ouais. fait. Je veux dire, la jeunesse, la modernité, l'élégance, la promesse d'un futur politique absolument parfait et équitable pour tous. Et sauf que De Palma, en fait, depuis qu'il est jeune, depuis son enfance, a toujours montré une profonde défiance envers cette mythologie.
pour lui, le monde d'avant 63, donc avant la mort de Kennedy, n'était pas du tout un monde innocent. Il était déjà du coup travaillé par ces logiques de manipulation, de pouvoir et d'illusion. C'est juste que toutes ces logiques-là étaient vraiment disséminées derrière le spectacle. Et c'est ce que lui raconte dans Phantom of Paradise. À travers le personnage de Swan qui partage plusieurs traits avec cette image kennedienne en fait, c'est-à-dire la jeunesse figée. JFK, c'est l'image un petit peu du président éternellement jeune. Il y a ça, il y a aussi la maîtrise de l'image publique. Donc tout est mis en scène dans la vie de Swan, comme c'était le cas dans la vie de Kennedy. C'est ça, bien sûr. Le charisme médiatique, c'est quelqu'un qui fascine, qui séduit, qui hypnotise. C'est quelque chose que Swan et Kennedy partagent. Et c'est vrai quand on voit le film de ce point de vue-là, on se rend compte que De Palma, il a effectivement une image une très mauvaise image en fait de Kennedy, contrairement à beaucoup d'Américains. De Kennedy, mais du coup par extension de la société américaine. Oui. Mais là en fait où Kennedy c'est devenu un mythe après sa mort, Swan, il est littéralement défiguré à la fin du film. Et c'est le visage qu'a Swan à la fin. C'est donc son visage détruit, ça renvoie à l'image qu'on a du visage pulvérisé de Kennedy dans l'imaginaire collectif, tu sais, dans le film de Zapruder, le moment où il se prend la balle dans la tête et on voit littéralement son crâne qui explose. Ça, Photogramme numéro 63 ? Non, 313. Exactement. Bien joué. Et De Palma, en fait, il substitue à l'icône l'horreur corporelle, quoi. La scène pré-générique, tu sais, qui est celle du coup du logo de Death Records, tu sais, qui est en train de tourner, qui arrive. D'ailleurs, du coup, pour l'anecdote, elle est narrée par Rod Sterling, qui est le créateur de Twilight Zone, de la 4ème dimension. Ouais. Et c'est aussi lui qui faisait à chaque début d'épisode, les petites présentations, tu sais, c'est en ça. mode dans cet épisode, machin. Ouais. Fantastique série. Et bien sûr, et du coup, donc il y a ce générique qui est très très sombre, qui est très très étrange, quasiment horrifique en fait. Et directement après, il va mettre donc la première musique, du coup, qui est le vrai générique du film, qui est chanté du coup par les Juicy Fruits. Et donc c'est pour ça qu'il est super intéressant, c'est qu'en fait De Palma ici, il va venir installer une ambiance un peu inquiétante, dramatique, et boum, directement contrebalancer ça avec une espèce de pop hyper joyeuse, hyper rigolote, hyper fun. Et donc, et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans la toute dernière scène du film, de la séquence finale, comme on a dit, qui est hyper chaotique, violente, quasiment outrancière. Elle est instantanément contrebalancée par le générique de fin. Ouais, avec qui la est, musique. Qui est du coup, en plus, une super chantée musique. par Paul Williams. C'est ça. Et qui est un truc, en fait, qui va venir re-raconter un peu tout le film, personnage par personnage. Et le fait qu'elle soit chantée par Paul Williams montre aussi que Swan a gagné à la fin du film et qu'il est un peu Swan éternel. N'est pas mort. Quoi. Exactement. Bien sûr. Mais c'est vrai que pour parler de la musique, c'est un film qui est ultra intéressant à analyser d'un point de vue purement musical. Le film, il est divisé en 3 grandes séquences musicales qui sont toutes écrites par Paul Williams. Et en fait, c'est vraiment une traversée des différents courants musicaux des années 60-70, je dirais même un petit peu les années 50, c'est le générique du début. De 50 à 80. Ouais, parce que le film raconte le futur avènement du métal, et le métal, c'est les années 80. Et là encore, le scénario, il favorise la multiplicité des styles abordés, car du coup, la musique de Winslow, on l'a dit, elle va être pillée et transposée selon un peu l'humeur de Swan pour des groupes assez différents. Donc on a les Beach Bums, donc qui sont un peu l'équivalent des Beach Boys, quoi, tu vois. Même si les Beach Boys, c'est quand même de la meilleure musique. Oui, bien sûr. Quand même. Moi, je l'aime bien cette scène. Après, c'est peut-être à cause du split screen. Ouais. Ça nous ouf. Hein. Quand on l'a revu en salle, moi, t'as vu comment j'étais en extase. Et encore une fois, du coup, ce groupe-là, les Beach Bums, c'est les Juicy Fruits qu'on a vu au début du film. C'est les mêmes acteurs. C'est les mêmes acteurs. C'est le même. Mais d'ailleurs, le groupe Juicy Fruits existe vraiment. Existait vraiment. Ok. Ouais. Il les a repris pour le film. Trop bien. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, à la base, ils voulaient les Stones. À la place des Juicy Fruits. Oui, ce qui est pas si déconnant. Hein. Ils ont jamais répondu. Et parce que même, je veux dire, c'est quand même super intéressant quand même que les Stones, finalement, à partir des années 80, ils se sont quand même vachement vendus au studio, tu vois. Ouais. Et du coup, moi, j'ai écrit un petit texte qui, je trouve, synthétise un peu tout ce qu'on a dit là pendant
pendant cette très longue analyse. Vas-y, je t'en prie, c'est le traditionnel petit texte. Voilà, c'est ça. Un coup c'est toi, un coup c'est moi. Exactement, pour le plaisir. Dans les années 60, De Palma soupçonne l'État. Dans les années 70, il soupçonne le spectacle. De par sa position de cinéaste, il place ses films en observation du système capitaliste. Le Paradise n'est que la matérialisation d'une micro-société, fondée sur le fait que la création est subordonnée au marché. La structure sociale se définit par toute possession des moyens de production. Dans le film, Swan possède absolument tout. Le studio, la scène, les contrats, les dispositifs d'enregistrement et les canaux de diffusion. Winslow, lui, ne possède que sa force créatrice de travail, donc à savoir sa voix. L'artiste produit la valeur, le producteur la capte. Le Paradise fonctionne comme une usine où l'on transforme une œuvre singulière en marchandise rentable. La cantate romantique de Winslow est successivement reformulée selon les tendances rétro, glam, choc rock. La valeur d'usage, entre guillemets, l'œuvre comme expression personnelle, est remplacée par la valeur d'échange, l'œuvre comme produit. Le film matérialise donc ainsi le principe central du capitalisme, à savoir la séparation entre producteur et propriété du produit. Pour résumer très simplement, Winslow compose, Swan s'approprie et le Paradise distribue. Merci. Pas de souci, avec plaisir. Donc comme on l'a dit, Phantom of the Paradise va sortir en 1974 aux États-Unis, en 75 en France. Le film va être vendu 2 millions à la 20th Century Fox, ce qui pour le coup de base était un deal assez rentable, sauf qu'il va rencontrer pas mal de problèmes juridiques liés notamment à des droits. Il y a par exemple Universal, donc, qui à l'époque détient les droits des adaptations du Fantôme de l'Opéra, qui va accuser le film de plagiat et qui va donc réclamer des royalties à la Fox. Il y a aussi les auteurs d'une BD, donc un comics américain qui s'appelle Phantom, parce qu'à la base, le film devait s'appeler juste Phantom. Il y a un personnage DC Comics. Oui. Ah ouais, c'est DC Comics. Ah, ouais, la BD, ok. Oui, voilà. En fait, c'est un des premiers super-héros qui a jamais été créé, Phantom. Ok. Ouais, et même, il apparaît même dans Kingdom Come, le comics, enfin bref. Ok. Mais du coup, là, ils vont être obligés de changer le titre du film par rapport à ça, par rapport à cette BD. Et il y a aussi le label d'origine. Donc, à la base, le label de Swan dans le film, il devait s'appeler Swan Song, littéralement le chant du cygne, et qui va devoir aussi être modifié, puisqu'il y a un label qui existe déjà qui s'appelle Swan Song Records. Et du coup, ils vont transformer le nom en Def Records, qui est en vrai un nom... J'aime bien le nom. Moi j'aime bien parce que tu vois, même il y a ce truc de vraiment simple, droit au but et incisif. Et même c'est quelque chose aussi qu'est le film. Oui, j'aime le film. Le film, il se cache pas sur ses intentions politiques, il est jamais subtil dans ce qu'il fait. C'est vraiment c'est le but. Ouais, grave, genre c'est vraiment un film qui est vraiment incisif, quoi. Et moi c'est ça que j'aime bien, moi. C'est un film qui est rentre dedans, simple, facile. Efficace. Et du coup, au final, le film va être un peu de moins en moins rentable pour la Fox, sauf qu'ils vont quand même maintenir le deal parce qu'ils croient vraiment dans le potentiel du film. Il va être présenté dans plusieurs festivals, notamment au Festival du film fantastique d'Avoriaz, 1975, où il va d'ailleurs remporter le Grand Prix, à l'époque décerné par le jury qui est présidé par Roman Polanski. Okay. Et il va d'ailleurs, pour la petite anecdote, dans la sélection, il y a le film À cause d'un assassinat de Pakula, de Alan J. Pakula, qui est aussi un film qui parle de l'assassinat de Kennedy, mais de manière beaucoup plus frontale, en vrai, et qui fait partie un peu de tous ces films, de tous ces thrillers politiques, d'espionnage des années 70. Un film dont on parlera, bien évidemment. Moi, c'est peut-être... depuis que j'ai découvert il y a 6 mois À cause d'un assassinat, c'est peut-être un de mes films préférés, vraiment. Donc ça m'a trop marqué. On en reparlera. Et il va aussi avoir plusieurs nominations aux Oscars notamment. Et le film, au moment où il va sortir, donc sa grosse sortie publique, il va recevoir un accueil critique et public assez favorable. Le film, il va notamment cartonner au Canada et en Europe, surtout en France, comme beaucoup de films de Palma, où il va rester près de 10 ans à l'affiche, ce qui est énorme à l'époque. Aux États-Unis, il va rencontrer un assez bon succès à Los Angeles, mais dans le reste du pays, il va globalement faire un peu un bide. Il va vraiment pas très bien marcher, notamment à New York.
Et ça, c'est quelque chose qui va beaucoup décevoir De Palma. Enfin, il pensait vraiment que le film allait beaucoup mieux fonctionner que ça aux États-Unis. Et c'est quelque chose que même aujourd'hui, quand il en parle, on sent qu'il a un peu des regrets par rapport à ça, en fait. Ouais, en fait, il a jamais trop compris le fait que que du coup Phantom of the Paradise, qui était vraiment, c'est le premier film dans lequel il a mis autant de moyens, même de sa personne aussi. C'est vraiment un film dans lequel il s'est donné à fond, quoi. Genre, même ça se ressent. Encore une fois, on a parlé de la scène du double plan séquence en split screen, et puis même par rapport au thème qu'il aborde, je veux dire, bon, On sent qu'il s'amuse, voilà, en fait. grave. Vraiment, il a tout donné pour ce Ouais. film-là, et le fait que le film ait vraiment pas du tout été bien accueilli. Ça lui a mis Ça lui a mis un petit coup au moral, ouais. C'est ça, c'est un petit coup de massue derrière la tête. Et pourtant, au Ah, fil ouais. des années, le film il va devenir culte au point d'être massivement cité, notamment dans la pop culture. Il y a évidemment cette anecdote que tout le monde connaît, mais je vais la dire quand même. C'est George Lucas qui s'est inspiré du design du fantôme pour créer du coup le design de Dark Vador dans Star Wars, notamment avec ce truc de la voix mécanique et le petit décodeur sur le torse. Moi, j'ai toujours cru que c'était par rapport au casque japonais. Il y a ça aussi. Ouais, Ça, c'est le casque, mais l'inspiration de la voix, notamment, c'est les et deux. Ok. le costume avec le décodeur sur le torse, ça vient de. Puis en même temps, c'est logique quand on sait qu'ils étaient très potes, De Palma et Bien sûr. George Lucas. Et il y a aussi dans le manga Berserk, donc de Kentaro Miura, le casque de l'antagoniste. T'as pas lu Berserk, toi? Pas du tout. C'est trop bien, Berserk. J'imagine. Non, mais je. Bah, le casque, du coup, de. Un jour, je m'y mettrai. Ouais. Un jour. Le casque de Griffith, donc l'antagoniste, qui est directement inspiré par le masque de Winslow Leach, donc du fantôme. Et puis dans le monde de la musique, il y a évidemment les Daft Punk. Et ils ont jamais caché que leur film préféré à tous les deux, c'était Phantom of the Paradise, depuis qu'ils étaient jeunes. Et en vrai, c'est de là que vient aussi l'inspiration de leur costume, hein, le côté un peu robotique avec les casques, la cape, tout ça. Et puis il y a aussi dans leur dernier album, qui est au passage, je le dis, un des plus grands albums de tous les temps, Random Access Memory. Alors, tu sais que moi, Daft Punk, moi, je reste un fan inconditionnel des deux premiers, Homework et Discovery, quand même. Surtout Discovery, parce que quand même, c'est Je Discovery. suis d'accord. Non, mais je suis d'accord. Ouais, Mais mais moi, évidemment, le dernier est super. Enfin, oui, vraiment, Random Access Memory, c'est évidemment super, mais. Voilà. Et en fait, tout l'album est construit un peu comme un hommage à Phantom of the Paradise. Ah ouais. Et il y a, ouais, Ok. c'est Trop un bien. peu dans Ouais, dans le lore de l'album. dans le lore de Ouais. l'album, voilà. Et il y a notamment le single Touch, qui est du coup en feat avec Paul Williams, chanté par Paul Williams. Et là, pareil, c'est un peu c'est un peu l'équivalent, enfin, c'est un peu comme une suite, un peu si le personnage en fait était toujours en vie, un peu la suite du coup de Swan, quoi, la suite du film. Ok. Et donc voilà, donc un film qui est littéralement devenu culte. Et Et je veux dire, même qui a aussi vachement influencé ses contemporains. Évidemment, on pense au cultissime et génialissime Rocky Horror Ouais. Picture Show du coup de Jim Sherman. Mais aussi, par exemple, genre sur des films comme Tommy, du coup de Ken Russell. Je sais pas si t'as vu Tommy ou pas. j'ai pas vu Tommy. C'est trop bien, Tommy. Et malgré l'échec partiel en tout cas partiel du point de vue de De Palma du film, c'est vraiment à partir de là que la carrière de Palma va décoller et qu'il va enchaîner les. Alors, d'un point de vue artistique, moi le De Palma jusqu'aux années 2000, c'est un quasi sans faute en vrai. Ça, on s'en fout. Il y a Alors, aucun mauvais film. Là, du coup, pour avoir tout revu, je me suis tout enfilé ce mois-ci, là. C'est vraiment un sans faute, Ouais. bien sûr, bien sûr. Il y a des films qui sont un peu plus en dessous que d'autres, et encore, il y a vraiment aucun mauvais Alors, film, hein. honnêtement, je me permets un peu de. Vas-y, je vais faire du name dropping, hein, d'accord. Mais de Phantom of the Paradise à, allez, Snake Eyes, c'est chef-d'œuvre, c'est quasiment chef-d'œuvre sur chef-d'œuvre. Je cite Phantom of the Paradise, donc Obsession, Carrie, Fury, Pulsion, Blowout, Scarface, Body Double, bon, Mafia Salad, et peut-être, certes, un tout petit peu en dessous. Wise Guys aussi. C'est Mafia Salad. Ah, c'est Mafia Salad. Ouais, ça, Ah, le je titre savais pas. français, c'est Mafia Salad. Ok. Les Incorruptibles, Outrage, ce que moi, qui est peut-être aussi un de mes films préférés, Le Bûcher des Vanités, je suis un peu tout seul là-dessus, mais voilà. L'Esprit de Cain, L'Impasse, Mission Impossible et Snake Eyes. Je veux dire, dans l'histoire du cinéma américain, voire même dans l'histoire du cinéma tout court, je prends peut-être Personne des n'a fait pincettes. d'enchaînement comme ça. Je prends peut-être des pincettes pour ce que je viens de dire. Oui. Mais, parce que même je connais pas tout, machin.
honnêtement, dans le cinéma américain, personne n'a fait un enchaînement comme celui-là. Même Scorsese. Même Scorsese. Ouais. Même Scorsese. Hein. Mais c'est intéressant parce que d'un point de vue artistique, c'est une grosse partie de sa carrière qui est quasiment parfaite. Mais du point de vue de la réception publique et critique, c'est un peu une carrière en dents de scie après Fantôme. C'est-à-dire qu'il va enchaîner des films qui vont faire des énormes bides et des films qui vont être des succès monumentaux. Enfin, je pense notamment à, évidemment, son film le plus connu, Scarface, qui est littéralement, en plus, le nombre de personnes qui ont vu Scarface, mais qui ne savent pas qui est De Palma. Enfin, littéralement, le prestige du film a éclipsé le prestige du réalisateur. Et c'est le cas pour un petit peu pour Mission Impossible, évidemment. Il n'y a pas beaucoup de gens qui savent que c'est... Enfin, j'abuse, je dis ça en mode... mais voilà, faut se rappeler que le premier, c'est De Palma. Il y a Les Incorruptibles aussi. Et à côté de ça, il y a des films qui vont faire des bids monumentaux. Enfin, je pense notamment à moi, qui est pour moi un de mes films préférés de De Palma, en tout cas dans le top 3, c'est Blowout. Blowout, qui est un film que j'adore, qui est genre, c'est un film que je trouve quasiment parfait à tous les points, mais qui est un film qui a complètement bidé à l'époque. Encore une fois, on prend des pincettes, et parce que Brian De Palma, c'est pas non plus de la Diaz, il est quand même vachement connu et reconnu. Hein. Voilà. Bien sûr. Mais moi, ce que je me rends compte en regardant sa filmo, c'est que genre, c'est intéressant de voir à quel point il a souvent enchaîné, enfin, il est souvent revenu à des films un peu plus mineurs. Comme on l'avait dit sur l'épisode sur Jarmusch, en fait, il avait toujours cette capacité de faire des gros films. Par exemple, Carrie. Là, par exemple, Phantom of the Paradise, son film suivant, c'est Obsession, qui est un film qui est genre littéralement... qui est presque un peu un remake caché de Vertigo, et qui est complètement un hommage à Vertigo. Et c'est un film qui a pas un énorme casting, qui est un film à petit budget. Et puis après ça, il va faire Carrie, qui là va être un film à gros budget, adaptation de Stephen King, qui est déjà à l'époque la poule aux œufs d'or à Hollywood. Et tu vois, constamment, il va alterner entre des gros films, limite presque des films de studio, et des films un peu plus mineurs où il va un peu revenir à ses amours de jeunesse cinématographique, c'est-à-dire à des thrillers horrifiques, des thrillers un petit peu des thrillers Hitchcockiens, quoi. C'est ça. Et en fait, vraiment jusqu'à 2000. Et 2000, c'est le point de rupture définitif avec Hollywood. En fait, il faut savoir que De Palma, à part à de rares exceptions, en fait, depuis Get On Your Rabbit, il a quand même toujours eu le Final Cut. Quasiment. Il y a quand même quelques exceptions, mais sinon, grosso modo, il a toujours été un peu content de ses films et tout. Il y a des films où il s'est battu pour l'avoir, hein. Carrie notamment. Bien sûr. Mais grosso modo, ça s'est toujours un peu bien passé quand même. Et ce qui fait qu'il pouvait alterner entre ses projets un peu perso et des projets de studio, comme, encore une fois, comme Scarface ou encore Mission Impossible. À partir de Snake Eyes, tu vois, Snake Eyes, c'est vraiment un projet, c'est un film de studio, mais dans lequel il a mis énormément de cœur. Et pour moi, c'est peut-être la quintessence de son cinéma. C'est vraiment, moi, Snake Eyes, c'est la scène d'intro, le plan séquence, même tout le film. On parle souvent de la scène d'intro, mais vraiment tout le film. Moi, c'est un film que j'ai beaucoup revu. C'est vraiment un film que je connais quasiment par cœur et qui vraiment à la fois à chaque fois me terrasse, quoi. Vraiment, je trouve sincèrement que c'est un film qui est parfait, Snake Eyes. Mais sauf que ça a été un échec monumental. Et juste derrière, il va faire Mission to Mars. Et Mission to Mars, c'est vraiment le film qui l'a quasiment enterré, quoi, auprès d'Hollywood. Ouais. Et c'est un film de base qu'il devait pas faire. C'est ça, c'est un film qu'il devait pas faire. Et en fait, depuis du coup Get On Your Rabbit, c'est vraiment... Ça a été vraiment Mission to Mars, une sale expérience, quoi. Il s'en est pris plein la gueule, il a pas eu Final Cut. Et je veux dire, c'est pour ça que c'est pas forcément un film horriblement nul. Non, mais il est pas nul. En tout cas, pas autant par rapport à ce qu'on en dit. Ouais. Mais c'est quand même un film qui porte les cicatrices du coup du film avorté que ça aurait dû être. Ouais, en fait, vraiment. Genre, grosso modo, sur la forme, on reconnaît un petit peu De Palma. Mais sur le fond, tu sais, on n'est pas sur du De Palma et tu sens qu'il n'a pas écrit le scénario, quoi. C'est ça, bien sûr. Et en fait, c'est à partir de là qu'il y a une rupture dans sa carrière, en tout cas sa carrière américaine, puisqu'il va quitter en fait les États-Unis et à partir de là, il revient en Angleterre. Ouais, c'est ça. Il va faire des petits films, des petites coproductions. Il va faire des coproductions françaises, par exemple, anglaises, aussi. Européenne en fait. Il va faire un film en Hongrie aussi, le Dahlia Noir. Il a été tourné en Hongrie, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Donc en fait, voilà, il va faire des films à petit budget, budget. Il revient en fait à ses premiers amours des films simples, des films dans lesquels en fait il va pouvoir expérimenter.
Ouais, Et surtout, du coup, des films dans lesquels il va pouvoir euh, observer le monde. ouais, mais c'est moins bien. C'est moins bien. C'est moins bien. C'est moins bien. C'est... Et il a peut-être perdu le mojo. Moi, c'est ce que Ouais. je pense. Il a perdu un peu de sa superbe, et ce qui fait que... Bah, ce qui explique aussi le fait qu'aujourd'hui, De Palma, il est un peu sous-estimé, c'est parce que à partir des années 2000, il n'y a pas beaucoup de bons films, hein. Enfin, C'est ça. honnêtement... Par contre, moi, il y a un film que je trouve quand même vraiment important du coup, dans le cinéma américain qui est Redacted. Parce que, bon, De Palma, encore une fois, après les années 2000, voilà, c'est Femme Fatale, c'est Passion, c'est Domino, cette merde atroce qu'est Domino. Son dernier film, en plus. Ouais, c'est vraiment gros film de merde, Domino. Par contre, il y a Redacted en 2007. Et Redacted, donc c'est un film du coup qui... C'est une sorte de c'est une sorte de faux documentaire, pas du tout comique, hein, c'est très 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 terrifiant, enfin, premier degré. Mais voilà, du coup, c'est une sorte du coup de faux documentaire sur la guerre d'Irak. D'accord. Et en fait, il va venir du coup questionner des faits réels, du coup les attentats suicides au barrage, ou encore le viol d'une fille irakienne en mars 2006 par des soldats américains. Enfin, c'est un film qui est hyper critique envers le gouvernement américain. Et c'est un film, moi, vraiment, que je trouve fascinant, quoi. Je veux dire, encore une fois, parmi tous les cinéastes du Hollywood, personne, et je dis bien personne, d'accord, a filmé les conséquences directes des États-Unis de cette manière-là. Vraiment, voyez Redacted, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Et c'est un film dont personne ne parle, je veux dire, même quand on parle... même du coup des mockumentaires, qui est un sous-genre du faux documentaire, même quand on parle des films sur la guerre, il n'est jamais, jamais, jamais cité. Alors que c'est un film absolument brillant, absolument précis, et j'aime pas ce terme, mais quasiment fondamental pour comprendre pour comprendre l'impact qu'ont eu les États-Unis sur absolument tous les conflits récents des 25 dernières années. La question maintenant, c'est de savoir si De Palma refera un film un jour. Ouais, d'un côté, il y en a un qui sort cette année, mec. Quoi? Bah ouais. Sweet Vengeance, on n'en sait pas plus. Mais ça sort Mais cette c'est année. vrai qu'il y a ça. Et Oh ouais. là là. Eh ben, j'espère que ça sera bien. J'espère que ça sera le retour on y du croit, hein. grand De Palma. Ah, ça fait quasiment 10 ans qu'il a rien fait. Ouais, Moi, j'aimerais ouais. bien. Mais allez, c'est le moment putaclic de l'émission. Un petit top 3 De Palma. Aïe, aïe, aïe. Bah, de toute façon, du coup, pour les gens qui me connaissent et puis Et qui viennent d'écouter et notre qui viennent podcast, d'écouter l'émission, vous savez que le top 1 pour nous deux, c'est Phantom. Phantom of the Paradise. Bien sûr. Mais moi, en fait, ouais, moi, ça serait. Allez, en troisième, Snake Eyes, Le Bûcher des Vanités et Phantom of the Paradise. Je suis un peu tout seul, hein, là-dessus. Moi, je sais Mais que- non, moi, le bûcher des vanités, on est tout seuls tous les deux. Hein, Ouais, c'est genre, vrai. Bah, je t'ai rallié à ma cause quand Bah on l'a oui, revu parce au que cinéma il y a je pas l'ai longtemps. découvert il y a pas longtemps, et c'est Mhm. vrai que c'est un film incroyable, c'est un film Eh tellement oui, eh oui, sous-estimé. bien Mais sûr. ouais, Fantôme en premier, en deuxième, Blowout. Franchement, c'est un film Ah qui oui. m'a mis un. Et en 3, je saurais même pas me départager, genre L'Impasse, Outrage. Le bûcher des vanités, c'est trop dur, c'est vraiment Bien trop sûr. dur de Je veux départager. Même moi en ce moment j'ai développé une addiction pour iMom. Genre j'adore iMom. Avec Vincent sur scène. Mais Mhm. vraiment, c'est un film fantastique, et alors que c'est un de ses premiers films, et la scène d'intro de iMom, je la trouve exceptionnelle. Elle est d'une perfection, et genre c'est vraiment parfait. Bien sûr, non mais c'est clair. Mais et puis voilà. et puis même, enfin je veux dire, on a quand même pas beaucoup parlé de Carrie, mais quand même, Carrie c'est un sacré Ouais. truc, hein. C'est quand même un sacré truc, hein. Non mais on Bien sûr. aura de quoi refaire peut-être un épisode sur De Palma quand on aura genre plus d'idées. Ouais, c'est ça, d'ici 20 ans. Ouais, c'est pas comme s'il y avait genre 20 réalisateurs dans le monde. Hein. Exactement, exactement. Et ouais, voilà, moi je pense qu'on a fait plus ou moins le tour de Brian De Palma et Ouais. de Phantom of the Paradise. Et on a quand même quelques recommandations. Oui, on va conclure rapport- avec du coup les recommandations habituelles. Moi Je te laisse j'ai... faire. Vas-y, je commence. Moi, j'ai 2 bouquins à vous recommander. D'abord, un bouquin qui s'appelle Brian De Palma, Entretien avec Samuel Blumenfeld et Laurent Vachaud, donc qui est donc une série d'entretiens menés par 2 journalistes à l'époque de la sortie de Mission to Mars, Mais qui a été qui a été réédité depuis, par Carlotta en 2014. Mm. Et voilà, donc ça suit la carrière de Palma de manière chronologique, et c'est sous forme de questions-réponses. Et forcément, c'est
super intéressant parce que c'est littéralement De Palma qui balance à l'appel des tonnes et des tonnes d'anecdotes sur sa carrière. Donc, Et du coup, même de pistes de réflexion sur son cinéma aussi. ouais, aussi. Donc Bien c'est sûr. vraiment une mine d'or si vous vous intéressez au cinéma de Palma et même au cinéma tout court. Il y a aussi une biographie donc, qui s'appelle Brian De Palma, le rebelle manipulateur de Dominique Legrand, qui, elle, est une biographie, donc pareil, qui revient sur sa carrière, mais de manière un peu plus déconstruite, pour un peu tisser des liens entre les différents films de De Palma et aussi entre les différents films, enfin entre les films de De Palma et les films de Hitchcock, de Godard aussi, etc. Bien sûr. Au niveau des masterclass, il y a une masterclass qu'il avait donnée à la Cinémathèque française, qui est disponible gratuitement sur la chaîne de Arte Cinéma, donc qui s'appelle Leçon de cinéma de Brian De Palma. Et au niveau des documentaires, il y a un documentaire réalisé par Jake Paltrow et Noah Baumbach en 2015, donc distribué par A24, et qui s'appelle Ok. et qui s'appelle tout simplement De Palma, où là c'est pareil, c'est sous forme d'interview, questions-réponses, où il revient sur sa carrière de manière chronologique. Donc voilà. Et on se retrouve pour le prochain épisode. Très très vite. Oui, on ne tease plus, c'est fini. C'est fini. Arrêtons de teaser. À chaque fois qu'on a teasé, on a changé. Donc on dit plus rien. On dit plus rien. C'est la surprise. Voilà. Si on tease sur le compte Insta. Donc abonnez-vous au compte Insta Générique de fin. Du coup, au compte Instagram, on a aussi créé un compte Twitter. Voilà, pour un peu communiquer. Si vous voulez discuter avec nous aussi, je pense que c'est un bon moyen. Du coup, je tiens aussi à remercier Nina qui nous a fait un nouveau logo. Ouais, voilà, il est très cool le nouveau logo. Très très bien, comme ça même on a une vraie DA maintenant, on a changé de logo. Et puis ouais, du coup, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, même pouvoir discuter avec nous sur le sujet de votre choix, il n'y a aucun problème. Et ouais, franchement, n'hésitez pas à venir dialoguer. Et on te retrouvera pour de futures critiques avec Elliot. Bien sûr, et bien sûr. On se retrouvera très vite pour l'épisode 8 de Générique de fin. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et merci à tous. Générique de fin.